Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le premier intervenant de ce TTT, qui est économiste, polytechnicien, actuellement chargé d'études économiques au sein d'une grande entreprise ferroviaire française. Donc si certains sont arrivés en retard à cause du RERC, ne lui en voulez pas. Tarek est un passionné d'histoire et c'est sa passion, ainsi que son parcours académique et professionnel, qui le mène aujourd'hui à intervenir devant vous, devant nous, sur l'économie tunisienne au XIXe siècle. Donc ce premier talk est un talk transversal qui va nous replonger dans le temps et reposer les bases et donner les éléments de contexte nécessaires à la compréhension de la situation que vit actuellement la Tunisie. Je vous prie d'accueillir Tarek Bouhassid. Merci beaucoup Hamza pour cette très belle introduction. Donc, je vais tout de suite rentrer dans ma présentation avec quelques titres d'articles de journaux parus depuis janvier 2018. Donc, bon, le registre est plutôt négatif, hein, on ne se cache pas. Et dans l'ensemble, on peut dire que la Tunisie actuelle, elle vit une situation de crise économique. Mais on peut aussi dire que ce n'est pas la première fois que la Tunisie a vécu dans une crise économique. Et je vais en particulier m'intéresser à la crise du XIXe siècle parce que c'est celle qui a mené la Tunisie à la colonisation, dont les effets continuent à se ressentir maintenant. Le fait que nous, tous, on parle français ici, c'est en partie un effet de ce moment clé de l'histoire tunisienne. Et je vais rentrer tout de suite dans cette présentation de l'histoire économique tunisienne du XIXe siècle avec une petite comparaison. Donc, comme vous le voyez, en termes de frontières, on est à peu près aux mêmes frontières. Bon, les frontières sud sont un peu plus floues, mais à part ça, on est à peu près aux mêmes frontières. Le régime politique est clairement différent. On est encore dans un état de monarchie absolue. Et l'activité économique est clairement dominée par l'agriculture. La monnaie que je vais utiliser dans cette présentation est le rial tunisien, sachant qu'un rial, pour vous donner une idée, c'est à peu près 2,4 €. Si je m'intéresse de manière plus détaillée à ce qui a causé la crise, à savoir les finances. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1800, la situation financière de la Tunisie est même meilleure que celle de 2018. Mais il ne faut pas s'y tromper, hein. C'est parce que les dépenses sont uniquement attribuées à l'entretien et à l'administration des forces armées. Et pour tout ce qui est services publics, donc santé, enseignement, et services religieux aussi, c'est financé par l'Hbous ou l'Awqaf, qui sont en gros des biens donnés à une œuvre caritative particulière. Si on compare ça avec le budget actuel, donc les fonctions régaliennes qui correspondent peu ou prou à justement cet entretien de l'administration et des forces armées, c'est peut-être 15% des dépenses totales. Donc la première comparaison est peut-être un peu trompeuse. À partir de maintenant, je vais arrêter de parler de la Tunisie de maintenant. Je vais essayer de vous plonger un peu plus dans ce qui a fait la crise économique du XIXe siècle, sachant que l'objectif après, ça sera d'avoir quelques leçons quand même pour mettre le lien avec la situation actuelle. La crise proprement dite a commencé en 1860. Ceci étant dit, on est très loin d'une situation toute rose avant 1860. Donc déjà, on commence avec des structures économiques archaïques qui sont clairement dépassées par le temps et surtout beaucoup de corruption. Donc là, je vous ai donné l'exemple de Mahmoud Ben Ayed, qui est un collecteur d'impôts tunisien qui a réussi à détourner l'équivalent de plusieurs fois la recette fiscale tunisienne totale annuelle. Et une partie de cet argent, donc une partie de l'argent de vos ancêtres, a servi à acheter le château de Bourges en bas et aussi un petit hôtel particulier à Paris dans le 2e arrondissement,
dont la trace est conservée par le passage Ben Ayed. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le voir. Donc, en 1837, arrive Ahmed Bey et c'est le bey de l'armée. Donc, il dépense tout le budget et au-delà sur des réformes militaires qui, du point de vue économique, ne font que coûter de l'argent. La seule chose qui a sauvé la trésorerie tunisienne, c'est la mort d'Ahmed Bey en 1855 et l'arrivée de Mohamed Bey. Donc Mohamed Bey, il fait demi-tour sur toutes les réformes militaires de son prédécesseur et il essaie même de stabiliser les finances avec une restructuration des impôts. Mais on parlera un peu plus en détail des impôts juste après. Et enfin, en 1857, arrive Mohamed Sadr Bey, dont le nom est, dans la tête de certains parmi vous ici, rattaché aux réformes institutionnelles. Donc, Ahd al-Aman en 1857 et la Constitution de 1861. Mais du point de vue purement économique et financier, ces réformes n'ont fait que coûter de l'argent. On a embauché plein de fonctionnaires pour peupler ces nouvelles institutions et ces fonctionnaires étaient bien payés. Donc on arrive en 60 à peu près dans une situation où la Tunisie est déjà en situation critique en termes financiers et du coup elle va se tourner vers deux éléments vers lesquels se tournent automatiquement tous les gouvernants quand ils manquent d'argent: la dette et les impôts. Donc on va commencer avec les impôts par le Mejba, qui est la quintessence du matraquage fiscal tunisien au XIXe siècle. Donc c'est quoi le Mejba? C'est une taxe, c'est une flat tax, on dit ça maintenant, donc de 36 riels par an. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 20% du revenu annuel d'un ouvrier agricole. Et ça s'impose sans la moindre relation avec le revenu réel des gens sur tous les Tunisiens, sauf quelques exceptions. Et bien sûr, elle est extrêmement impopulaire et bien sûr, elle est extrêmement rentable. Donc, quand Mohamed Bey propose le Mejba en 1957, ça double à peu près les revenus fiscaux de l'État. Et de manière à peu près stable, ça restera toujours entre 40 et 45% des revenus fiscaux. Et alors qu'initialement, c'était prévu de faire une taxe spéciale, provisoire, dont l'objectif est juste de stabiliser rapidement les finances de l'État et puis on reviendra à la normale. Cette taxe est tellement rentable que l'État tunisien la reconduira de manière plus ou moins variée jusqu'à 1914. Donc ça résistera même à la colonisation. C'est vous dire à quel point ça apporte de l'argent. Et c'est justement le Mejba qui va provoquer la révolte qui a marqué la Tunisie du XIXe siècle, qui est la révolte d'Ali Ben Rham. Bon, je vous laisser un petit titre qui est absolument à propos vu la situation aujourd'hui même. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Ali Ben Rham, à la base, c'est déjà un chef tribal qui, à l'annonce du doublement de Mejba en 1864, déclare la désobéissance fiscale. Il va d'abord rallier des tribus du centre-ouest tunisien. Et puis après, ce premier noyau de révolte va s'étendre petit à petit à tous les sédentaires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Donc même les villes se révoltent parce que, entre autres, on a annulé l'exception fiscale dont ils pouvaient disposer. Et les revendications sont d'un côté d'ordre fiscal, de l'autre d'ordre politique. En vrai, toutes les réformes institutionnelles qu'on connaît tous ici, à partir de 1857, la Constitution, etc., étaient en fait très mal vues par la population tunisienne parce qu'elles étaient vues que comme
un bonus donné aux étrangers, que comme des concessions de plus données aux étrangers, et ce n'était pas du tout vu comme un droit de la population. Donc Ali Ben Rhdam, malheureusement, se fera capturer et il mourra en prison, sûrement de faim. Et quant à la révolte dans son ensemble, elle sera écrasée dans le sang. Et l'armée du Bey va même en profiter pour imposer une amende punitive qui va ruiner l'économie du pays pendant encore plusieurs dizaines d'années. Le deuxième recours pour renflouer les caisses, c'est la dette. Donc, déjà en 1860, l'État tunisien est endetté. Mais il n'est endetté que vis-à-vis de résidents tunisiens, donc ou bien c'est des étrangers ou même des particuliers tunisiens. Et le montant de la dette n'est encore que de 20 millions de riels, ce qui est à peu près équivalent au revenu fiscal annuel de la Tunisie. Donc, cette dette, elle vient en fait de l'utilisation des bons de trésor, donc des reconnaissances de dette en gros, comme moyen de paiement de l'État tunisien. Donc bientôt, le Bey va pouvoir se tourner vers le marché international qui pourra apporter autrement plus d'argent, surtout parce que c'était absolument la mode dans les places boursières londoniennes et parisiennes de prêter aux États musulmans en difficulté. On appelait ça les valeurs à turban. Et c'était même encouragé par les diplomaties françaises et britanniques parce que ça apportait un prétexte de plus pour s'immiscer dans les affaires internes de ces États. Donc on a eu des obligations égyptiennes, on a eu des obligations ottomanes et on a des obligations tunisiennes. Donc il y a eu 2 emprunts, un en 1863 et un en 1865. En termes de maturité et taux d'intérêt, on est à un niveau à peu près classique, en fait, donc 7%, etc. Par contre, là où il y a l'arnaque, c'est dans les détournements qui arrivent avant l'arrivée de l'argent dans les caisses de l'État. Donc le premier, c'est l'écart entre les valeurs réelles de vente des obligations tunisiennes et leur valeur nominale. La valeur nominale étant la valeur que doit l'État tunisien aux acquéreurs de leurs obligations. Et puis la deuxième, c'est les commissions du banquier. En particulier, on cite Erlanger et compagnie. Et si ce nom Erlanger vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous avez entendu parler du palais Nejm al-Zahra à Sidi Bou Saïd, qui a été construit par justement le fils du banquier qui a arnaqué la Tunisie. Et la dernière question, c'est à quoi sert cet argent? Eh bien, à rien, tout simplement. À des achats totalement inutiles et inutilisables. Je n'ai pas pu résister à vous présenter une petite citation qui date des années 93. Donc, un nouvel emprunt est décidé en 1865. La seule différence avec le premier est que les crocodiles empaillés et les boîtes à musique sont remplacés par des lingots de cuivre, une frégate à peu près hors d'usage et des canons rayés en or. En gros, le Bey et la Tunisie sont la risée, non seulement des financiers français, mais même des historiens français. Bien sûr, qui dit spirale de la dette dit encore une tentative. Et effectivement, c'est ce qui se passe en 1867. Là, on est encore plus ambitieux. On émet des obligations de valeur de 100 millions de francs. Sauf que personne ne veut les acheter. Et même au tiers de leur valeur nominale, elles ont du mal à s'écouler sur les marchés financiers. Et du coup, l'État tunisien va se réorienter vers les banques qui, bien entendu, ne prêteront jamais une somme aussi grande d'un coup et surtout exigeront des taux d'intérêt absolument usuriers. Si bien qu'en 1869, on se retrouve avec une valeur de l'intérêt de 32 millions de riels, valeur qui dépasse largement le revenu annuel fiscal de la Tunisie. C'est la banqueroute. Donc,
qui dit banqueroute dit créanciers en colère, et ces créanciers en colère n'ont pas tardé à demander à leurs États respectifs de venir imposer à la Tunisie un remboursement de la dette. Donc la Tunisie perd sa souveraineté financière à travers la Commission financière internationale qui va contrôler totalement les finances de l'État et va commencer par restructurer la dette. En particulier, elle va faire passer la valeur annuelle de l'intérêt à 10 millions de riels. On se retrouve donc à une valeur à peu près équivalente à la moitié du revenu fiscal tunisien. D'ailleurs, cette restructuration, elle va permettre aux obligations tunisiennes de passer de valeur totalement poubelle à une valeur, à un titre de premier ordre, d'après le Figaro de 1880. Donc, pour quand même conserver un semblant d'indépendance à la Tunisie, on va nommer un président tunisien. Et ce président tunisien, c'est Khayreddine Becha. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de Khayreddine Becha. C'est le réformateur tunisien du 19e siècle. Il est d'origine servile. Hein. Il est arrivé en Tunisie en tant qu'esclave. Il est monté les échelles administratives tunisiennes en ayant une réputation de probité et de sérieux que peu d'autres administrateurs tunisiens ont pu toucher. Et donc, dès qu'il arrive au pouvoir, il va mettre en place un programme de lutte contre la corruption, la réduction des dépenses publiques et plusieurs législations qui vont permettre de réguler et d'organiser certaines activités économiques. Si bien qu'en 1874, on arrive enfin à un excédentaire budgétaire. C'est la première fois depuis 1830. Maintenant, je vais m'intéresser de manière un peu plus détaillée à la doctrine réformatrice de Khayreddine. D'abord dans ce qu'il a écrit, ensuite dans ce qu'il a fait. Donc, dans ce qu'il a écrit, l'un des éléments qui reviennent fréquemment, c'est la supériorité de la loi et la collégialité des décisions comme moyen d'assurer la continuité et l'efficacité des institutions. Ensuite, on a une vision économique assez libérale où l'État n'est vu que comme régulateur de l'économie, pas du tout comme partie prenante. Et d'ailleurs, le modèle d'efficience économique qui l'a particulièrement impressionné dans ses voyages en Europe, c'est la société anonyme. Et enfin, sur le plan éducatif, il trouve que la meilleure solution, c'est l'éducation publique, méritocratique et gratuite, qui va permettre à l'ensemble de la population de progresser. Et là-dessus, c'est le fondateur du collège Sadiki, que j'ai zappé rapidement parce que je manque un peu de temps, mais qui est justement une institution qui réalise un peu cet idéal. Si on regarde par ailleurs son œuvre, c'est à peu près en correspondance avec ces principes énoncés. Donc, d'un côté, il y a une sensibilité très forte à la responsabilité individuelle du fonctionnaire. Donc, il va être impitoyable avec la corruption, vraiment impitoyable. Il va essayer d'organiser ou d'apporter à la Tunisie des modèles de gouvernance économique et politique européens, dont il est particulièrement friand, comme j'ai dit par exemple la société anonyme. Mais cela sans mettre en doute ou mettre en cause les fondements éthiques islamiques de l'État. En gros, Khayreddine Becha n'a jamais été pour la démocratie et il voit la responsabilité du gouvernant comme une responsabilité envers Dieu et non pas envers ses administrés ou ses électeurs. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est le côté incrémental et pragmatique de l'approche réformiste de Khayreddine. Donc, contrairement à d'autres réformes qui avaient plutôt attrait au symbolique, au spectaculaire, Khayreddine avait plutôt comme objectif de commencer par les solutions aux vrais problèmes des vraies personnes, tout bêtement. Donc, si maintenant je retourne vers le présent avec quelques
quelques leçons pour un peu finir ma présentation. La première, et sûrement la plus évidente, c'est les parallèles entre la situation actuelle et la situation de la Tunisie du 19e siècle. On a de la même façon une administration minée par la corruption, une économie qui a du mal à être à la hauteur de l'économie mondiale. On a des difficultés par rapport à l'exportation. On a bien sûr la dette, clairement. Ceci étant dit, il ne faut pas du tout prendre ça d'une manière négative. Il faut plutôt se dire que ça apporte un éclairage sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en Tunisie. C'est les mêmes Tunisiens. D'ailleurs, vous remarquez aussi que maintenant, la grogne, elle commence aussi au centre-ouest, par exemple. Donc, c'est les mêmes problèmes et le même peuple et la même façon de résoudre les choses qui doit se faire. Donc, faire que des réformes institutionnelles de grande envergure, comme la Constitution. Moi, je suis absolument favorable à la Constitution, bien sûr, mais ça ne suffit pas, clairement. Et puis, je vais quand même nuancer cette comparaison. Clairement, on n'est pas dans une situation aussi grave. Pour vous donner un petit aperçu, la dette entre 1860 et 1869 s'est multipliée par 12 fois. On n'est pas du tout dans cette situation actuelle. Les 10 dernières années, la dette tunisienne s'est multipliée par 1,5 fois. C'est problématique, mais on n'est pas sur le point d'être envahi par une puissance étrangère, clairement. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que s'il y a eu des réformes qui ont fonctionné dans les années 70 du 19e siècle, c'est que sûrement des réformes faites avec sérieux et avec l'approche incrémentale que j'ai expliqué, ce genre de réforme, non seulement ils vont stabiliser la situation, vont faire sortir la Tunisie de la crise, mais même apporter la prospérité qui est attendue depuis la révolution de 2011. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Je vais juste mettre un lien entre ce que je dis et ce que les autres intervenants disent. Justement, les autres intervenants, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce qu'ils disent, c'est que c'est concret. Donc, c'est exactement le genre d'idées qu'il nous faut pour avancer avec la Tunisie. Et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup.